Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler de la débauche, à savoir la fameuse histoire de la dame qui a couché avec 100 différents hommes en 24 heures. Bonne écoute. Hello Néné, comment ça va? Ça va mieux que toi. je pense que vraiment ça va mieux que toi. Je suis encore en vacances. Les auditrices vont se dire mais cette meuf elle est moins sérieuse. Grave. On a dit Dirty December. C'est ça que je fais. Dirty December. Franchement, ouais. Je suis contente pour toi. To the new year. C'est mieux que t'en parles pas trop parce que toi, tu sais, après, les auditrices, elles vont commencer à poser des questions. Elles vont dire, mais elle est partie où? Elle est partie avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle arrive à financer ce lifestyle? Tout ça. Non, mais non, Grave. Non, ça va. Mais je viens de me découvrir une nouvelle allergie. Donc, mais non. Si, c'est un médicament que, tu sais, quand tu vas en Afrique, tu dois prendre dans certaines zones, tu dois prendre des médicaments pour, en prévention, tu vois, pour le palu. Oui. Et donc, le médicament que je prends, là, je viens d'avoir la confirmation que je suis allergique à ce médicament. Donc, je dois tester une nouvelle molécule. Purée, mais toi qui voyages tout le temps en plus, c'est super bizarre. Mais en fait, c'est pas le médicament. Super bizarre. Enfin, on va citer le médicament. Il y a le Lariam que normalement je prenais. Et ce que j'aime bien dans le Lariam, c'est que tu as une prise une fois par semaine, machin, etc. Mais avec toutes les histoires qu'il y a eu, les effets secondaires, les dépressions, toutes les choses comme ça. Mon très cher père n'aime plus trop qu'on prenne ce médicament. Et il nous recommande plutôt la Malarone. Sauf que la Malarone, c'est en prise quotidienne, à heure fixe. Moi, avant, je le prenais... c'est fatigant. Ouais, avant, je le prenais le matin, mais ça me donnait des vertiges. Donc, il m'avait dit prends-le plutôt le soir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'écoute pas et je prends toujours le Lariam. Mais là, il n'y avait pas de Lariam, donc j'ai été obligée de prendre de la Malarone. Et en fait, je fais une réaction, une allergie cutanée. Enfin voilà quoi. Oh, purée. Et donc, du coup, t'es là, tu te dis bon, c'est super, j'ai encore quelques jours à passer ici. Soit tu prends le risque de t'exposer, enfin, outre les moyens mécaniques de te protéger, c'est-à-dire moustiquaire, anti-moustique, le spray, etc. Mais en soi, la prévention, là, ça passe plus. Donc, je dois appeler un docteur demain pour lui dire « Bonjour, je prends la Malarone, mais je fais une réaction allergique. S'il vous plaît, vous pouvez me donner quelque chose d'autre pour le reste de mon séjour ?» Ça fait partie de la beauté de cette aventure. Ça fait partie de la beauté de cette aventure. Et franchement, je pense que c'est la deuxième fois que je prends la Malarone de toute ma vie. Et la première fois, je me souviens que j'avais fait des vertiges et j'étais même tombée dans les pommes. Je tombe jamais dans la pomme, ça arrivait une fois dans ma vie. Et les gens étaient en train de se moquer de moi, genre t'es tombée dans les pommes. Je dis en fait non. Mais en quoi c'est drôle? C'est pas drôle. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais au bloc opératoire. Et j'étais venue assister à une opération et c'était genre tu supportes pas la vue du sang. J'étais là. Ah d'accord. Et j'ai dit non, c'est pas drôle, c'est pas ça. Donc du coup voilà. Et en fait la deuxième fois, et j'arrête pas de me gratter, j'ai des petites plaques et je deviens rouge quoi. Donc c'est définitivement l'allergie à cette petite chose. Et donc ça revient au truc que je dis tout le temps dans chaque épisode où on parle un peu de santé, de prendre soin de soi, etc. C'est que quand on se connaît, on arrive à détecter des choses. Voilà la minute santé de Docteur Néné. La minute santé, elle n'est pas finie. Hein. Ouais. Dis-nous tout. La minute santé, elle n'est pas finie. De mon côté, là, moi, ça fait maintenant 7 jours que je suis terrassée par une grippe. Franchement, je sais pas quoi dire. J'ai jamais été dans cet état de ma vie. Je suis trop choquée. Je suis encore sur la pente. Là, je suis en train de remonter, mais j'étais juste immobilisée. En fait, j'étais au lit pendant les 3 premiers jours. Mais tu sais, quand t'as des courbatures qui te font tellement mal que tu pleures comme un bébé, là. Ouais. Et moi, déjà, je suis tellement une princesse en temps normal, mais alors quand je suis malade, c'est même pas la peine. Je me transforme vraiment en bébé cadom. Moi qui n'aime pas prendre les médicaments, à chaque fois mon mari me disait c'est l'heure de prendre les médicaments, je me mettais à pleurer genre mais pourquoi? Et j'ai pas envie de prendre ça, ça me donne mal au ventre. Tout me donne mal au ventre, tout me donne envie de vomir, tout me truc, enfin bref, c'est vraiment je pense que ça s'entend bien, je suis encore très très faible
Et, euh, et en plus de ça, ben, je pense que c'est le truc cette année. À chaque fois que je tombe malade, et ben, mon asthme empire. Ce qui fait que j'ai Oh, encore punaise. le souffle court. Ouais. Franchement, j'en ai trop marre. Bref, je pense que je vais faire pas mal d'examens une fois que je serai un peu plus remise sur pied. Et Mhm. bah, je voulais pas qu'on finisse l'année sans rien enregistrer, donc je me suis dit, là, avant d'enregistrer, juste 1 heure avant, j'ai pris toutes les drogues possibles et imaginables. Et je me suis dit, voilà, on va enregistrer notre podcast quand même, on va pas finir l'année n'importe comment. Mhm. C'est bon, on est là. Voilà. Euh, donc voilà, entrons dans le vif du sujet. J'imagine que vous avez tout entendu parler de la fameuse Lily Phillips, Mhm. qui a décidé de battre un record de sexe, bah ouais, et de coucher avec 100 inconnus en 24 heures. Mhm. Et en fait, il y a un documentaire qui est sorti sur YouTube et aussi une version non censurée sur Patreon. Et ben, on a regardé le documentaire sur YouTube. À la base, j'avais regardé sur YouTube et je me suis dit, dépendamment de ce que je vois, je paierai peut-être pour regarder sur Patreon, voir s'il y a des choses un peu plus intéressantes. Au final, je me suis arrêtée à YouTube et je pense que il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin pour Mhm. qu'on débatte et qu'on donne nos avis sur ces 30 minutes d'horreur. Je ne sais pas comment toi tu les qualifierais, mais pour moi, c'était vraiment 30 minutes de torture. C'était spécial. Mhm. C'était vraiment spécial. Spécial est le mot. Euh, Ben, c'est ça, en fait, quand j'ai regardé, je me demandais, en fait, comment t'expliquerais le challenge qu'elle s'est donné, en fait, à quelqu'un qui n'a pas du tout Internet ou qui comprend pas ce qui se passe ou qui se demande comment on a pu en arriver là. Et tu penses, en fait, à la manière dont la vision de la gloire et de la célébrité a changé. Avant, c'était vraiment un truc de star, tu vois, les stars, elles avaient un statut au-dessus du statut d'humain. On Mhm. connaissait pas leur vie, on connaissait rien, etc. Et là, en 10-15 ans, ça a complètement changé en fait le fait d'être célèbre. Tu deviens célèbre parce que justement tu te montres tout le temps. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a ce truc, tu vois, qui joue aussi et qui donne l'impression aux gens qu'ils doivent tous révéler énormément de choses sur leur vie. Et parfois, ben, s'ils n'ont pas de choses à révéler, ils doivent se créer des situations rocambolesques pour être reconnus, pour être célèbres ou pour avoir leur petite heure de gloire sur Internet. Ben, la première chose que Et moi je dirais, c'est que je ferais la distinction entre une star et une icône. Parce que, oui, voilà. en fait, je pense que tout le monde va être une célébrité, une star, avec toutes les téléréalités qui sont arrivées ces dernières années. Enfin, tout le monde peut avoir un peu sa minute de gloire. On a tous un téléphone avec une caméra, il suffit de poster un petit truc rigolo sur YouTube, ça peut exploser, sur Insta, sur TikTok. Et ça laisse penser aux gens que c'est facile, ce qui n'est pas le cas. En vrai, de vrai, Ouais. c'est pas facile parce que pas le, le génie créatif de personnes qui sont capables de toujours sortir des vidéos au bon moment avec le bon ton qui arrive à faire rire, tout le monde ne l'a pas. Après, il y a aussi les coups de chance, mais je pense qu'il y a encore dans ce monde encore quelques icônes qu'on voit que très Oui. très rarement, mais elles ont une aura incroyable. Enfin, je pense là bêtement, je pense à Maria Carey. Moi, je sais pas ce qu'elle Mhm. fait dans sa vie, je sais pas ce qu'elle mange le matin, je sais pas si elle met des culottes ou pas, je sais pas combien de personnes vivent dans sa maison, si elle vit seule, si elle a rencontré quelqu'un ou quoi que ce soit. T'as toujours des petits bribes qui sortent un peu comme ça, mais tu n'es pas dans sa vie, genre du moment où tu te réveilles au moment où tu vas te coucher le soir. Euh, il y a, je pense que sa communication est maîtrisée et il y a encore quelques personnalités comme ça dont la communication est très maîtrisée. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent aussi sur l'image. Et donc, tu as beaucoup de gens qui font un peu de rebranding, de ah, moi j'aimerais paraître comme ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Donc, du coup, pour avoir le côté un peu accessible, etc. Par exemple, c'est ce qu'on a aussi reproché à Beyoncé quand elle sort toutes ses marques, c'est qu'elle n'est pas identifiable. Et elle n'est pas. Euh, on n'arrive pas. C'est pas qu'elle n'est pas identifiable, mais les gens n'arrivent pas à Elle est s'identifier. inaccessible, quoi. C'est Voilà, ça c'est qu'ils se ça. disent. Ouais. Les gens n'arrivent pas à s'identifier à elle. Là où une Rihanna, et comparaison n'est pas raison, mais utilise ses produits, tu la vois vivre, tu dis machin, mais tu dis, bah, en fait, c'est juste une femme des îles, c'est vraiment une femme caribéenne typique et classique, quoi. Et donc, les gens se disent, bah, en fait, c'est assez facile, quoi, de, d'acheter ces produits parce que tu l'as vu un jour, il y a eu un truc de paparazzi
où elle était en train de se remettre du rouge à lèvres et t'as clairement vu que c'était un produit de sa marque qu'elle utilisait. Donc il y a ce côté-là où je pense que les réseaux sociaux ont un petit peu chamboulé la donne, mais on garde encore quelques icônes auxquelles on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, quoi. Et moi j'en suis ravie parce que j'ai pas besoin de savoir. Je peux apprécier la personne pour ce qu'elle a à me proposer, mais de là à savoir ce qu'elle fait dans sa Ouais. vie, Je suis je. bien d'accord parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai ouvert Instagram, j'ai ouvert Twitter, et Mhm. je pense que j'ai vu au moins 10 fois la même information circuler, à savoir que Maria Carey a signé un autographe sur le sein de Rihanna. Et franchement, Exactement. j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Mm. Ça m'a tellement énervée, je me suis dit, mais est-ce qu'on a besoin de relayer cette information Mais autant? Est-ce que c'est une information? c'est C'est même pas une l'information, information, c'est une information tu vois? capitale parce que en plus de ça, tu vois, elle s'est pas fait tatouer le truc, elle a dû se laver, le truc est déjà parti. On sait que c'est A$AP Rocky qui lui a dit mais chérie, vas-y, va voir Maria Carey parce qu'elle est revenue toute heureuse en lui faisant un gros C'est câlin genre merci fatigant. chérie machin. Et l'autre truc qu'on voit partout sur les réseaux et là j'ai l'impression que c'est un PR stunt, c'est l'histoire de Mhm. Burna Boy et Chloé Bailey. Je ne peux pas Ah bah ouvrir franchement, on est ni d'accord, on est Instagram d'accord. ni Twitter. Je n'ai jamais autant vu Burna Boy pardon, ou Chloé Ouais, Bailey ouais, ouais, dans mes ouais. timelines. Je sais pas si On parce est que une d'accord. fois j'ai cliqué sur un truc, ils se sont dit bon allez, boum, on va tout te donner, mais je Bah les ai pareil, j'ai vu sous que ça. tous les angles, toutes les Et coutures, sous tous tout, les angles, il y a rien, on est il d'accord. se passe Sous tous rien, les angles, il y a aucune information, il y a rien. rien du Il y a tout, pas de... On n'entend même pas les gens parler. On voit rien pas de du tout. personnes s'embrasser. On voit juste des gens côte à côte. Je Ouais. te jure, et tout ce qu'ils ont, en fait, tout ce qui a été inventé sur leur dos là, le temps de la soirée qu'ils ont passé ensemble, je me suis dit, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, heureusement, je suis pas célèbre parce que moi là, Non mais on m'aurait inventé des histoires avec tout le monde. C'est pas possible. non Elle a mais juste dansé avec lui, non? bah, elle a juste dansé avec lui, ils ont un peu de rapprochement, il lui a offert des roses. Il lead the way quand ils partent, tu vois, genre il lui tient la main, il lui dit Ouais, viens on va par voilà. là, machin, etc. Mais ça Non, mais s'appelle tu trop vois, c'est un moi, c'est truc de surtout dingue. les vidéos quand ils sont, je sais pas s'ils sont en boîte de nuit ou quoi, où ils sont en train de, bah, tu sais, ils ricanent, ils dansent un peu, ils chantent les paroles d'une chanson. Mm. Ok. Et après, et là, tout le monde est en train de dire, ouais, Chloé Bailey, elle a vraiment des goûts dégueulasses en homme, etc. Mm. Mais peut-être qu'ils étaient juste en train de s'ambiancer, hein. Ça se trouve, c'est un pote, hein. On sait Ça pas. se trouve, c'est un pote. Et après, la vidéo, moi, qui m'a éteinte, c'est quand ils sont au restaurant. Apparemment, ils sont dans un restaurant, mais tu vois Burna Boy et Chloé, et tu vois que des potes à lui. Mais c'est comme s'il l'avait amené, donc, tu vois, sur une terrasse. Chez nous, on appelle ça l'enganda. Tu vois, genre les Dans petites la Nganda, terrasses, ouais. tu Avec vois, tous ces gars du quartier. avec ses gars du Tous quartier. ces Et petits puis, du il quartier. dit, voilà ma nouvelle petite. Regardez-la, comment elle est C'est jolie. super chelou, Mais je ma te jure. petite Même elle, elle a dû chérie. se dire, mais t'as pas des amis à me présenter, genre des filles aussi? C'est quoi ce truc-là? On va manger avec 15 gars? Exactement. Et C'est ça m'a ridicule. éteint parce que je me suis dit, oh, tu peux sortir un homme d'un certain milieu, mais tu peux pas sortir le milieu de l'homme parce que lui, pour lui, c'est Grave. normal, il est chez lui en fait. Donc, il lui fait des choses qui sont familières. Mais pour revenir à l'histoire qui nous intéresse, en fait, moi, Yes. ce que je trouve un peu, enfin, je sais pas quel terme utiliser, mais en fait, on a eu les réseaux sociaux. Donc, on a Instagram, Snapchat, Twitter, machin, etc. Et il y a d'autres réseaux qui sont arrivés pour d'autres choses, parce qu'il y a toujours des choses pour des trucs très spécifiques, un peu niche. Et donc, il y a eu l'avènement un peu de OnlyFans, memes, etc., fétichistes ou fait au pied ou je sais pas quoi, pour des Mhm. personnes qui ont des goûts un peu particuliers. Et donc, tu as beaucoup de jeunes femmes qui sont allées sur OnlyFans comme un Eldorado pour gagner énormément d'argent. En se disant, bah voilà, sans forcément en faire beaucoup, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais ça a vite tourné à quelque chose d'un peu plus, je dirais, presque léger. Parce que tu as des gens qui payent des abonnements, mais tout ce que tu pouvais retrouver comme contenu sur un site pornographique, tu peux le retrouver sur OnlyFans. Tu payes un abonnement parce que tu as beaucoup aussi de personnes qui viennent de ce milieu, du milieu porno, qui ont aussi des comptes sur OnlyFans et qui font des vidéos un peu... qui font des vidéos qui vendent sur ça. Et j'avais écouté une réalisatrice qui disait, en fait, ce qui était le porno avant et ce qui est le porno aujourd'hui, ce n'a plus du tout la même chose.
Il dit, t'as plus du tout de scénario, t'as plus tout ça, tout le monde peut en faire. Parce qu'avant d'en arriver là, il y a eu toutes les histoires de sextaping, machin, etc. Et le fait aussi que Kim Kardashian soit devenue un peu plus célèbre avec une sextape, que Paris Hilton, elle est plus explosée pour certaines personnes aux yeux du grand public parce qu'elle a eu sa sextape qui est sortie. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, bah, c'est un mal à passer et je vais capitaliser là-dessus pour changer mon image derrière. Et le truc, c'est que au début, moi, je pensais sincèrement que sur OnlyFans, t'avais que des trucs en dessous de la ceinture. Mais pas du tout. Ouais. Je suis tombée sur une interview d'une fille de télé-réalité qui, je pense, a fait Les Marseillais ou Bienvenue chez les Ch'tis ou un truc comme ça, qui disait que par jour, elle pouvait se faire jusque 7 000 €. Mais elle dit, mais parfois, il y a des mecs qui m'envoient des messages pour que je leur envoie une photo de mon biceps contracté et ils me payent 400, 500 balles pour ça. Et elle dit, en fait, je vais le faire. Et elle dit, je montre pas, elle dit, je montre rien en dessous de la ceinture, à part peut-être de dos, mes fesses, machin, etc. Mais elle fait pas du tout de porno, elle fait un peu d'érotique. Au pire, elle dit, je vais montrer mes seins, mais en même temps, l'été sur la plage, je fais du sein nu. Donc, pour elle, tu vois, c'est pas comme si c'était quelque chose qui allait au-delà de sa nature et de ce qu'elle faisait habituellement. Et dans le cas précis de cette Lily, c'est que elle a commencé sur OnlyFans, elle a gagné énormément en notoriété et elle s'est dit, bah, je vais essayer de réfléchir à un truc pour me démarquer un peu de ce qui se fait. Et donc, elle gagnait, elle fait ça depuis des années et elle s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée, je vais battre un record et je vais faire ça avec plus de 100 hommes dans une journée. Et elle a toute une équipe autour d'elle et tout le monde était là, ah ouais, chaud, grave bien. Ah ouais, grave, bonne idée. Viens, on fait ça. Ouais, donc, dans le documentaire, on lui demande, elle dit qu'elle a une équipe de 9 personnes, quelque chose comme ça. C'est ça. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper hallucinant dans tout ça, c'est que, premièrement, donc, elle loue un Airbnb pour ça. C'est une chose. Deuxièmement, ce sont des inconnus. Donc, elle prend aucun casier judiciaire. C'est des gens qui s'inscrivent comme ça sur un site. Enfin, limite, vous envoyez un texto, « Ok, je veux participer ». Donc, il y a des mecs qui ont payé des billets d'avion et des nuits d'hôtel en disant « Je la suis depuis tellement longtemps, je pensais jamais avoir l'opportunité de faire ça avec elle. Elle a un timing... Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que quand tu regardes le documentaire, en fait, c'est l'homme qui filme le documentaire qui est plus inquiet qu'elle. C'est lui qui lui demande c'est quoi ton processus pour choisir les hommes. Exact. Ah et oui, elle parce dit, qu'il faut préciser que elle c'est dit un oui, homme ils qui doivent filme. prendre en photo. Ouais, c'est un homme qui est filmé. Et elle leur dit le processus, c'est envoyer une photo de soi en tenant sa pièce d'identité. C'est tout. Et après, il lui dit, mais vous demandez pas un bilan, c'est le point un que bilan complet et tout, enfin quelque chose. Aborder. Ouais, vas-y. En fait, c'est le point que j'allais aborder après, c'était que justement, donc, elle va louer un Airbnb, elle donne la localisation, machin, etc. Donc, elle est dans un environnement qui lui est aussi inconnu, donc si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, les issues de secours, bien sûr, il y a son équipe qui est là, etc., mais ça reste un environnement qui lui est complètement inconnu. Ensuite, elle a 100 inconnus qui viennent, qu'elle connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle a pseudo-vérifié leur pièce d'identité, mais elle ne sait pas si ce sont des personnes qui ont un casier judiciaire, qui ont des antécédents criminels. Ensuite, elle fait aucun test de maladies sexuellement transmissibles, d'infections, de quoi que ce soit. N'importe quoi. Et au-delà de ça, elle a tellement peu de connaissances sur la façon dont se transmettent des maladies. Parce qu'elle se dit, non, mais c'est bon, ils vont utiliser des préservatifs. Et le mec lui dit, mais au niveau de la fellation, vous allez faire comment ? Je vais faire comme ça. Il dit, mais sans protection. Elle dit, oui. Il dit, mais vous savez que vous pouvez attraper quelque chose ? Elle dit, ah bon, je savais pas. Ah bon, je savais pas. Ouais, et elle lui disait, genre le sperme dans les yeux, genre c'est un problème. Et en fait, moi, tu sais à quel moment j'ai compris que... Je pense que c'était avant même qu'il pose cette question, le moment où j'ai compris qu'elle était vraiment, mais vraiment... j'allais dire insouciante. Je sais pas si c'est insouciante, mais c'est complètement irréfléchi, en fait. C'est que elle explique son concept. Ok, il y a 100 mecs. Moi, j'étais en train de faire mes calculs et tout. Je prends ma calculatrice. 24 heures dans la journée, 100 personnes, 5 minutes par personne. Tuc, 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 tuc.
En fait, j'étais en train de me dire, tu sais, comme nous, on aime bien organiser. Et c'est parce que je sais pas si on vous l'a déjà dit dans le podcast, mais nous, quand on va à un truc, et je sais que c'est pas bien, hein, je sais que c'est pas bien, mais des fois, on va à des événements et on se dit, moi, j'aurais fait ça, c'est pas sérieux, j'aurais fait comme ça, parce que moi, j'aime trop organiser, donc je vais tout de suite voir ce qui va pas. Et je me suis dit, si moi, demain, je devais coucher avec 100 mecs, ok, il y aurait le timing de 5 minutes, là, je me mettrais des battements entre chaque personne, mais il y aurait aussi un déroulé précis. C'est oui, tu vas venir. Si je veux battre un record, ça veut dire, limite, je veux pas discuter avec toi. Limite, mon agent de sécurité, il est dans la pièce. Tu rentres, tu fais pop-pop, tu dois faire 3 allers-retours. 3 allers-retours. Il y a un huissier de trucs, là, pour les Guinness Records, qui dit, voilà, ça veut dire que c'est une personne à voter, dehors. Elle est là, elle dit quoi ? Oh, ils rentrent, je discute avec eux. Après, je leur fais peut-être une petite fellation. Puis voilà, puis on fait l'amour comme ils ont envie. Voilà. S'il a le temps de jouir, tant mieux. S'il joue pas, ben c'est dommage et tout, machin. Je me suis dit, mais t'es malade! Donc vraiment, en plus, tu leur donnes chacun une expérience unique en 5 minutes, mais tu te délires complètement. C'est ça. Et c'est là que je me suis dit, oui, en effet, elle veut choper des maladies, cette meuf. Elle fait pas du tout attention. Et en plus de ça, c'est que quand... parce qu'il y a toute la partie de la préparation... on va pas vous détailler le reportage si jamais vous avez envie de le voir, mais dans les grandes lignes, c'est que la première partie du reportage, c'est quand est-ce qu'elle a eu ses DT, elle raconte un peu son histoire, etc., etc. Ensuite, le jour J arrive et on dit au mec qui est en train de faire le reportage, tu pourras être là, de temps en temps, tu pourras l'interviewer, tu pourras interviewer les participants, etc. Sauf que ils ont commencé hyper en retard. Donc, il y a bien sûr des participants qui n'avaient pas forcément envie d'être filmés, être identifiés, etc., etc. Parce que voilà, t'en as un qui sort, qui est dans un état, je me dis, mais moi, je suis dans un état comme ça si je passe un truc qui va chambouler ma vie. T'es tremblant, tu prends ton verre, t'es comme ça, ou alors on vient de m'apprendre une nouvelle, mais incroyablement triste, ou alors je suis en train de jouer ma vie sur ce moment, quoi. Donc, t'as ça, on lui dit de pas trop filmer le Airbnb parce qu'ils veulent pas attirer l'attention dessus. Donc, je suppose que en fait, elle, bien sûr, elle n'a pas dit quand elle a fait sa location pour la raison pour laquelle elle faisait sa location. Il avait plus autant d'accès. Elle devait prendre des douches à intervalles réguliers. Elle devait avoir le temps de s'hydrater, de manger un petit quelque chose. Finalement, elle n'a pas eu ce temps-là. Et on remarque aussi que certains hommes disent bah non, mais moi, tu m'avais promis telle expérience. J'ai pas eu le temps de faire telle chose que j'avais envie. Et elle, se sentant coupable, il pousse encore sa limite. Donc, elle a mis des limites, elle a cadré le truc, mais on arrive quand même à lui faire pousser son truc parce que je pense qu'elle a envie de satisfaire tout le monde. Et après, quand elle finit sa journée, finalement, parce qu'elle a eu beaucoup d'annulations, il y a d'autres gens qui sont venus, etc., au fil de la journée. Donc, elle n'a pas fait 100, mais elle a fait 101 personnes. Et à la fin de la journée, quand le mec rentre dans la chambre, déjà... Attends, parenthèse, parce que j'avais oublié ce détail. Il y a des annulations, donc ils doivent trouver d'autres personnes pour le faire, à la dernière minute. Ouais. Comment tu peux t'assurer que ces personnes-là, elles remplissent tous les critères que t'avais demandé? Comment tu peux t'assurer que cette personne n'a pas de maladie? Si tu te retrouves à héler des gens dans la rue, genre « Hey, on essaie de battre un record ici, tu peux venir s'il te plaît ?» Ouais. Et surtout les mecs qui disent oui toujours, il y en a toujours, hein. Ça me fait trop rire. Non, mais c'est ça, je pense que... Ça, c'était vraiment reckless. Il y a un mec qui a dépensé peut-être 800 livres pour venir. Entre son billet d'avion, sa nuit d'aller, machin. Je me dis, donc, toi, vraiment, tu te dis, dans tout ce que je fais là, ça fait du sens de dépenser 800 livres pour 5 minutes. Et quand moi, c'est vraiment ce côté-là qui me faisait peur. Tu sais, quand tu dis le monsieur qui tremblait, là, en fait, quand tu le vois dans l'état dans lequel il est, j'ai pensé aux gens quand ils vont au concert de leurs idoles et tout, ils sont dans un état, etc. Et après, à la fin, le gars du documentaire lui demande « Est-ce que c'était bien ?» Il n'a pas dit oui. Il a dit un truc genre c'était correct. Il est content de l'avoir fait parce en fait, il était content de l'avoir fait parce qu'il l'a suivi depuis tellement longtemps. Mais en réalité, c'est pas comme si, tu sais, ils s'étaient rencontrés dans un bar, ils avaient commencé à flirter et qu'ils avaient eu vraiment un moment particulier. Parce que c'est la chaîne. Donc, tu t'imagines, t'as une chambre, t'as un salon, et dans le salon, c'est une salle d'attente comme si tu vas chez le médecin.
Ouais, Ça ils sont rentre, ça tous à sort, l'aise ça hein, rentre, quand ça ils sont sort. assis là. Ils attendent tous calmement. Ouais, ils sont en train de se Et discuter. ils ont payé. Ils ont payé. Et en fait, moi, le truc, je me dis, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'état de la chambre après. Le sol jonché de papier, de Comment j'ai percule. failli vomir quand j'ai vu cette scène. Et je me suis dit, mais même toi, en tant que personne, tu te dis, même si je veux participer à un challenge, même si machin, etc. En fait, elle essayait de leur vendre d'expérience, mais ne serait-ce que mettre le truc dans la poubelle, c'était trop. Il n'y avait pas le temps C'était trop pour. Il demandé. y avait pas le temps pour ça. Et toi, tu rentres là-dedans, tu te dis, mais oui, en fait, tout ce qui se passe maintenant, À mon c'est tout tour. à fait normal. Showtime. Showtime. L'aîné. Tu te dis, Non mais. mais il y avait des préservatifs sur la table de chevet, sur l'autre commode, partout sur le sol, Il y en avait partout sur le lit. Il y en avait, Il y en avait partout. il y en avait Il n'y avait partout. pas de, il y avait pas une corbeille quelque part. Il y avait, franchement, c'était une scène d'horreur. Et donc, elle ouvre la porte à quelqu'un. En fait, j'arrêtais pas de m'imaginer ça. On t'ouvre la porte, t'es là, tu marches sur des cadavres de préservatifs remplis partout. Ouais. Et tu dis, à mon tour. Ok. Et ça fait. Qu'est-ce qui doit se passer dans ta tête pour que tu te dises, ouais, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que j'ai payé. Parce que le truc qui n'était pas très précisé sur les réseaux, etc., c'est qu'elle a fait ça, mais elle a fait payer 300 livres par personne. Chaque passe, c'était 300 livres ce jour-là. Donc tu payes 300 livres pour cette expérience. Et après, tu sors en tremblant. On te demande c'était comment. Tu dis, je sais plus, c'était correct. Non, mais c'est quoi cette folie? Non, mais en fait, c'est ce que je dis, c'est l'expérience qu'ils attendent et qu'ils recherchent correspond à ce que les gens attendent du porno aujourd'hui. Tu verras le porno des années 70, des années 80, t'as une petite histoire, t'as des gens qui sont en costume, qui s'habillent, tu vois, il y a des thèmes, machin, etc. Là, c'est juste bang bang, chicky bang bang, hein. Il n'y a pas besoin de... Tu vois, on n'a pas besoin de discuter. Et même si on discute, c'est juste un dialogue pour dire « Oh là là, t'es musclé, let's go !» Boum. C'est tout. Et c'est trop effrayant. C'est vraiment à l'image de ce qu'est notre société aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a aussi choquée, c'est que comment tu vois une jeune fille pleine de vie, solaire, un peu insouciante. Ah bah je savais pas que je pouvais attraper telle maladie en faisant ça. Ah bah je savais pas que je pouvais faire ci. Ah bah ça machin, etc. Mais non, mais ça va être fun de toute façon. J'aime bien faire du sexe, etc. J'ai pas besoin, j'ai pas de problème, blablabla. Mais quand tu la vois après, elle te dit non, mais en fait c'était dur. Mais elle parle comme un robot. Et la phrase qui moi m'a choquée, c'est que elle dit dans tout ça que finalement de toute sa journée, elle se souvient peut-être de 10 personnes maximum. Et elle dit, et il y a des moments, elle shut down. Elle se rendait pas compte de ce qui se passait. Elle bloquait tout complètement. Mais ça, c'est la réponse face à un traumatisme. Tu peux pas être en train de savourer une expérience parce que tout ton système s'éteint parce que ce que tu es en train de vivre, ça fait pas de sens. Mais quelque chose, par exemple... T'es hyper heureuse, c'est le jour de ton mariage, c'est le jour de la naissance de ton enfant, etc. C'est le jour de ton diplôme, de ton permis de conduire, etc. À aucun moment, ton système va complètement verrouiller et que tu vas avoir un trou noir parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant 5-10 minutes. C'est rare que ça arrive comme ça. Et j'ai vu beaucoup de réactions qui disaient, mais en fait, là, c'est la réponse à un traumatisme. Ce que tu dis là, c'est pas normal. Et bien évidemment, quand tu as autant de personnes sur une journée, tu ne peux pas te rappeler de tout le monde. Je pense que là-dessus, on n'est pas... Humainement, oui, tu peux pas te rappeler et ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Je pense que ça vaut mieux aussi. Mais... Parce que franchement, en fait, non, c'est trop en fait. J'arrête pas de... Vraiment, le truc qui me traumatise le plus dans tout ça, c'est la vision en fait de l'hygiène qu'elle a. Mais... Elle est sale en fait. Et c'est même pas juste le fait de coucher avec 100 personnes, hein. Comme je l'ai dit. Il faut avoir une certaine méthodologie. Et la méthodologie, elle montrait juste qu'elle faisait preuve d'aucune hygiène. Parce que je me disais même, le fait d'attraper quelqu'un à la dernière minute parce qu'il y a des désistements, tu sais en fait, ces gens-là, ils se sont trouvés dans une salle d'attente toute la journée. Donc personne n'a fait une toilette. Elle se douche entre deux là, quand quelqu'un lui crache du sperme dans les yeux. Mais ses clients, ils sont tous dans la salle d'attente, tu sais pas c'est quand la dernière fois qu'il s'est lavé, tu sais pas dans quel état il est, mais tu vas tous leur donner le même traitement. Tu vas aller leur faire leur petite gâterie, tu vas machin, enfin, c'était trop pour moi, c'était vraiment trop. Et en fait, la question que je me posais à chaque fois, c'était ça, c'était
je voyais tous les retours de personnes qui disaient, mais vous vous rendez pas compte, elle est enfermée dans les codes de la pornographie, elle est enfermée dans ceci, gna, gna. Tu vois comment on aime bien dire à chaque fois, tout est la faute du patriarcat, ok. Ouais. Mais est-ce que j'ai de l'empathie pour elle? C'était vraiment ma grande question en fait. Je me suis dit, je vais regarder ce documentaire et la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment de l'empathie pour elle? Et j'attendais le déclic, tu vois, à un moment donné. Et il venait pas. Et Ouais. même au moment où elle se met à pleurer, je me dis, ah, peut-être qu'il y a une sorte de réalisation ou quoi que ce soit. Et même quand elle se met à pleurer, elle dit, je m'en veux parce que sur les 100 personnes, je sais pas s'ils ont tous passé un bon moment et j'avais vraiment envie qu'ils passent tous un bon moment, etc. Ouais. Puis elle te sort une phrase du style ah, je sais pas si je recommanderais ça à quelqu'un parce que j'avais l'impression d'être une prostituée. Et je me suis dit, mais ma belle, c'est Ouais. de la prostitution, c'est littéralement ça. Tu Ouais. t'es posé, t'as loué une chambre, il y a des gens qui ont payé pour avoir leur passe, et puis t'as fait 100 passes dans la journée. Enfin, c'est Ouais. exactement ça. Et j'ai trouvé ça vraiment. Je sais pas si je peux mettre ça dans. C'est une pointe de privilège ou de classisme ou quoi qui fait qu'elle dit ça. En fait, dans sa tête, elle s'imagine qu'elle peut pas être une prostituée parce qu'elle a un OnlyFans et parce qu'elle vit à Chelsea, tu vois. Non, bah en fait, si. C'est exactement de la prostitution ce que tu Oh, fais. mais c'est. Et c'est En fait, vraiment ce truc qui. Ouais, vas-y, je t'écoute. non, non, vas-y, c'est ce truc-là. C'est ce truc où j'ai l'impression que les gens qui se sont mis sur OnlyFans, ils vont facilement te dire bah oui, mais moi je suis pas travailleuse du sexe parce que je Ouais. fais plutôt ceci, je fais plutôt cela. Bah Ouais. si, en fait, t'es une travailleuse du sexe. C'est des gens, parce que peu importe ce que t'envoies, nous, combien de fois on a fait des blagues, on a dit ouais, je vais vendre des photos de mes pieds, etc. Parce que tu vas mieux dormir la nuit si tu vends des photos de tes pieds plutôt que de tes fesses. Ok, admettons. Mais qu'est-ce que les gens qui achètent tes photos, tu penses qu'ils font quoi avec? Tu penses qu'ils les achètent parce que c'est joli et qu'ils vont encadrer la photo chez toi? Non, Mais bien sûr. c'est purement dans un but sexuel. Donc t'es une travailleuse du sexe, admets-le en fait. En Pourquoi plus, commencer à faire des catégories comme ça? mais en fait, je pense que les codes ont tellement changé en peu de temps, et je mets des guillemets, euh, Mhm. que tout est en train de se redéfinir en même temps, tu vois. Parce que en même temps que je voyais cette histoire-là, j'ai vu aussi qu'en Belgique, par exemple, ils ont changé le statut des travailleuses du sexe. Donc maintenant, elles ont accès à la sécu, à la mutuelle, elles sont protégées, elles ont le droit à la retraite, au chômage, etc. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de législation qui change un peu dans ce sens-là pour savoir comment les intégrer. Je sais aussi que c'était un grand, grand débat en France sur la gestion des Mhm. travailleuses du sexe, et je pense que ça va encore, il y a des gens qui militent pour ça, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas safe en fait. Ouais. Tu le fais pas forcément de ton plein gré. La chance que les personnes ont quand elles sont sur OnlyFans, sur Mims ou quoi que ce soit, c'est que ce sont leurs propres patrons, là où il y a des personnes qui font partie de mafia, qu'on a pris à certains endroits, qu'on a placé à d'autres endroits, tu vois. Moi, par exemple, bêtement, mes premières rencontres avec des travailleuses du sexe, c'est quand, en fait, quand j'étais petite, on passait dans une forêt pour aller vers le boulot de mon père, et il y avait en fait des camions blancs qui étaient garés sur le bas, Mhm. enfin dans la forêt, tu vois. Et de temps en temps, t'avais une voiture qui était garée à côté, un truc machin, et je me disais, ah, c'est bizarre de venir chercher du bois dans des camions comme ça, tu vois. Mais moi, dans ma tête, tu vois, j'étais Couper gamine. les bois, c'est l'hiver. Tu vois, j'étais gamine, je voyais ces petits camions, je me dis, pour moi, ce genre de camions, c'est des camions de livraison, c'est des camions de machin. Je me dis, ah, bah peut-être qu'ils viennent livrer du matériel pour de la chasse, ou peut-être qu'ils viennent livrer du bois. Enfin, je n'avais pas Oh. une. Tu vois, j'avais pas idée de ça. Et puis un jour, tu sais, quand tu regardes un peu plus, à chaque fois dans ces petits camions blancs, tu vois des madames au volant en train d'attendre, machin. Tu te dis, mais des madames qui font ça. Je dis, bon, c'est possible, mais je sais pas, Mhm. la tenue n'est pas appropriée pour l'emploi que j'imagine, tu vois. Et après, j'ai compris C'est pas que, comme ça ah qu'on non, coupe le bois, madame. Non. non, mais tu vois, c'est. Et puis après, j'avais aussi beaucoup de familles en Belgique, et je sais qu'une fois, on voulait sortir avec mes cousines, etc. Et je sais pas, j'ai mis une tenue, et elle me dit non, non, tu peux pas t'habiller comme ça. Ma tante m'a dit, tu peux pas t'habiller comme ça parce que tu vas être comme les nanas de la gare du Nord, celles qui portent des mini-jupes avec des bottes à talons.
Et j'étais là, j'ai dit, mais si elle Moi porte aussi, on une m'a déjà dit mini-jupe, ça. j'ai dit, mais si elle porte une mini-jupe avec des bottes à talons, bah, c'est son problème. Enfin, et en fait, Je te jure. ma cousine, elle m'a dit, je vais t'expliquer. Donc, quand on est reparti dans la jambe, elle m'a dit, mais en fait, c'était pour les péripatéticiennes. J'ai dit, ah, ok, mais comme tu peux pas le dire, parce que ça reste toujours quelque chose qui est assez tabou. Donc, c'était un peu ça mes premières interactions, on va dire, avec cet univers-là. Et en regardant ce reportage et en voyant tout ça, et en voyant comment les choses évoluent, je pense que j'ai un petit peu d'empathie pour elle quand même, parce que naturellement, je suis une personne assez empathique, mais ça m'a plutôt confortée dans l'idée que je devais éduquer mes filles et mes garçons. Je me suis dit, en fait, sur la génération d'après, ça peut pas être normal. Parce que bien sûr, elle fait ce qu'elle veut, mais de se mettre en danger comme ça, moi je repense à des films et des reportages que j'ai regardés sur l'épidémie du sida. Je me dis, mais qui a envie de revivre ça? Et c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est pas quelque chose comme si c'était arrivé il y a 200 ans, 300 ans. C'était il y a moins de 50 ans. Donc, non, mais en plus, en France, en fait, je ne sais pas si c'est une fausse information que j'ai lue, mais apparemment, il y a une recrudescence aussi de transmission du sida. Donc, il faudrait que je retrouve cette info aussi, mais on est en train de revenir encore en arrière. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été complètement déconstruit et détruit. Bah oui, parce que en si peu de temps. Parce que les gens ne sont plus au fait de comment tu peux attraper, pas forcément que le sida, mais toute infection sexuellement transmissible. Tu vois, peut-être que le sida recule, mais la chlamydia augmente, la gonorrhée augmente, parce que les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Les hépatites, des choses comme ça, c'est hyper important de se faire tester. Là, le truc qu'ils ont fait bien, c'est que les moins de 26 ans, ils ont droit à des tests gratuits sur toutes les infections sexuellement transmissibles en France, si je dis pas de bêtises. Ensuite, après, quand tu as passé l'âge de la gratuité, il suffit juste d'aller voir ton médecin traitant et de temps en temps de dire j'aimerais bien faire un bilan complet et vous mettez aussi les IST dedans. Et ça, c'est pris en charge par la Sécu. Tu vois, parce que sinon, après, si tu vas toi-même sans mot de ton médecin, je pense que c'est une centaine d'euros de faire le test, tu vois. Mais c'est un truc, il faut pas le négliger. Et on l'a dit et on va le redire, parce que je pense qu'on en a parlé dans la newsletter, mais qu'on en a aussi parlé dans un épisode. En couple ou pas en couple, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. C'est pas parce que ça fait 15 ans que vous êtes avec votre type ou avec votre meuf que vous ne devez pas aller vous faire tester. Parce que quand on se met ensemble, bien sûr, on se jure fidélité. Le principe, c'est celui-là. Mais il vaut mieux être en sécurité que désolé. Parce que, tu sais, c'est pas c'est un truc ça peut arriver qu'une fois. Il suffit d'une fois pour que ça tourne au vinaigre. Et parfois, c'est pas grand-chose. Hein, parce que parfois, c'est la chlamydia. Il faut juste prendre les antibiotiques, machin. Parfois, c'est quelque chose d'un peu plus lourd, etc. Mais il suffit d'une seule fois. Et c'est la fois qui va faire la différence. Et même pour vous, pour votre santé. Faut vraiment faire attention à tout ça. Et après, une fois qu'on a fini de s'indigner et que Ndaya et moi, on était là en train de se dire non mais c'est pas possible, il y a ça, on a parlé, on dit mais non mais c'est pas normal. Mais on avait l'impression d'être des vieilles chouettes, genre mais je comprends pas ces jeunes. C'était assez difficile. Enfin, c'est pas que c'était difficile, mais on avait vu chacune beaucoup d'extraits sur Twitter. Moi, je lui avais envoyé quelque chose en lui disant écoute, regarde ce truc et on en reparle. Et quand on en a reparlé, on était assez d'accord sur beaucoup de choses. Et après, on se dit mais c'est hallucinant. Et au moment où on se dit ça, l'info sort qu'en février, elle veut battre un nouveau record et elle veut faire 1000 personnes en 24 heures. En 24 heures. 1000 personnes. C'est-à-dire 1, 0, 0, 0 en 24 heures. Je vous fais juste un petit calcul rapide pour que vous vous rendiez compte. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait les calculs. Il y a 24 heures dans une journée. 1 heure, c'est 60 minutes. Si on divise ces 60 minutes par 1000, ça veut dire que c'est 1 minute et demie par personne. Dites-moi comment c'est possible. Non, moi j'allais dire 1 minute. Parce que dans une journée complète, t'as 1440 minutes.
Donc, disons juste une passe 1 minute. Après, elle se garde les 440 pour faire des douches, des pauses, que sais-je. 1 minute par personne. Ça va être une vraie passe. Là, ça va être vraiment passe-passe. 1 minute par personne. Littéralement. Moi, ce que j'ai dit à 1 minute, enchanté, truc, popo. Merci à tous, au revoir. Moi, ce que j'ai dit à Ndaya, c'est qu'elle ne peut pas faire un par un. C'est impossible, ça ne va pas passer. Mais ça, c'est dégueulasse. Ça rentre dans la performance. Et je ne dirais pas la performance, je dirais la surperformance. Ben, on est d'accord, parce que franchement, tu vois, là, c'est ça que j'ai oublié d'ajouter. J'ai dit que j'ai du mal à avoir de l'empathie pour elle. Par contre, il y a une chose que je lui accorderai, c'est qu'elle est vraiment endurante. Parce que dans le documentaire, ils expliquent qu'elle devait commencer sa journée avec ses 100 clients. Elle devait la commencer tôt le matin. Elle arrivait super en retard. Je pense qu'ils ont commencé à 11h ou à midi au final. Pourquoi ? Parce que la veille, elle était invitée dans une autre ville pour aller faire la fête. Donc elle a fait la fête la veille, où elle est partie faire une fête. C'était pas une fête classique, hein. C'est une fête aussi où elle a un contrat. Donc elle est partie faire d'autres choses là-bas, elle a même pas préparé son corps, genre je me repose 24 heures. Elle arrive, elle a enchaîné les 100 personnes. Elle les a enchaînées. C'est de la démence. J'étais choquée. Et elle tenait encore debout. Et je me suis dit, franchement, je sais pas sur quel coke elle fonctionne, elle, mais... Je pense qu'elle avait encore quelque chose dans son système, c'est pas possible autrement. Pas possible. Je l'ai regardé vraiment, j'ai dit... Comme la vidéo du Congolais, là. Vraiment, j'ai sali ton courage. J'ai sali ton courage. En fait, je sais pas si c'est du courage ou si c'est de la folie. Je ne sais pas. Parce que à ce niveau-là... Pour moi, elle est plus dans la folie. En tout cas, pour moi, c'est plus la folie que le discours de victime que j'ai vu. Avant de voir le documentaire, il y avait beaucoup de gens sur Twitter qui disaient « Vous voyez pas qu'elle est sous l'emprise de machin, machin ». Et j'avais vraiment... Ça me faisait mal au cœur quand je lisais ça, parce que je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle ?» À la fin du documentaire, pour moi, je me suis dit « Mais non, en fait, vous abusez. Non, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est parfaitement consciente. » Ça aurait été une autre personne, le discours aurait été complètement différent. Tout simplement. On est bien d'accord. Le discours a été complètement différent. C'est qu'à un moment donné, chacun fait ses choix. Et je me dis, elle est dans un engrenage où elle ne se voit plus faire autre chose. Tu sais, c'est comme si tu étais en train de te convaincre que moi, je suis une artiste, je suis une chanteuse. Combien de personnes se sont dit qu'ils étaient des chanteurs, des acteurs, des machins, et même si ça marche pas, ils continuent, ils acceptent tous les boulots parce qu'ils se disent, en fait, au moins, ça me fait vivre de ma passion, même si c'est un tout petit peu. Et moi, je pense qu'elle est juste dans un engrenage où, en fait, elle ne se voit plus comme autre chose. Elle se dit, je suis bonne qu'à ça. Donc, autant que je le fasse. Mais ça fait déjà longtemps qu'elle se voit bonne qu'à ça, en plus. Oui, comme on l'a expliqué quand elle discute avec le gars du documentaire. Et moi, le seul truc que je trouvais quand même alarmant, c'est qu'elle répétait énormément « Mais j'adore ce que je fais, c'est tout ce que je sais faire et je le fais très bien. Et j'adore... je comprends pas pourquoi les gens s'inquiètent. J'adore ce que je fais, c'est super. » Quand t'adores un truc, t'as pas besoin de le répéter autant, quoi. Oui, mais c'est le discours de quelqu'un à qui on aurait dit pendant des années « Mais t'es qu'une bonne à rien, tu seras bonne qu'à avoir des gosses ou tu seras bonne qu'à faire que ça. » Et tu t'en C'est ça, on dirait qu'elle s'auto-persuadait, en fait. Ouais. Non, je suis bien d'accord là-dessus. Ouais. Bon, franchement, le truc de 1000 personnes, je vois pas comment ça va pouvoir se passer. Je pense que... C'est parce que j'ai un peu la flemme, en fait, en ce moment, mais... S'il y avait un groupuscule qui s'organisait pour dire non, ça n'aura pas lieu, tu vois, genre si elle loue un truc dans Chelsea encore, les habitants de Chelsea qui vont manifester, genre non, on veut pas de ça chez nous. Ça va se savoir, tu vois, 1000 personnes, ça va se voir. Donc ça. Pour moi, en fait, c'est juste par rapport à cette logistique, je pense que ça va pas se faire. Parce que là, elle l'a fait dans une propriété qui était genre un Airbnb. Déjà, je suis sûre que la personne du Airbnb, si elle avait su que c'était pour ça, elle aurait annulé. Et elle arrêtait pas de se plaindre et de dire qu'il fallait pas que les hommes qui attendaient, en fait, attendent dehors. Parce qu'elle voulait pas qu'il y ait d'attroupement dans la rue, ça allait attirer l'attention et lui cause des problèmes. C'était juste 100 personnes cette fois-ci. 1000 personnes, c'est impossible, meuf. Genre, loue un nightclub. Je peux pas faire ça autrement, en fait. Elle va faire ça dans un hangar. Un stade? Non, mais moi, je vois, en fait, je me dis, parce que je suis devenue vraiment... Avec un sas d'attente en fait, ouais, voilà. Et joueur numéro 1, joueur numéro 2. Tu sais comme... Non, mais tu vois, Néné, genre... Non, là, Beyoncé va faire un truc à Noël sur Netflix. C'est ça qu'elle va faire, Lily Phillips. Netflix special. Non, Regardez-moi en live pendant 24 heures dans un stadium. Non, mais... En fait, je suis très... ça peut paraître très C'est le futur de l'entertainment, hein. Ça va grave se passer.
je peux paraître très réac, etc. Je suis très pour chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, machin, etc. Mais faites ça avec intelligence, en fait. Faites vraiment ça avec intelligence. J'ai absolument aucun problème avec les porn stars. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. C'est une façon pour elles de gagner leur vie, machin, etc. Grand bien vous fasse. Mais elles font ça, elles sont un peu intelligentes. Tu sais, celles qui sont un peu les anciennes générations. Elles te disent... Ouais, mais maintenant, elles sont en train de... Enfin, les anciennes générations, bientôt, elles seront plus là, donc on en fait quoi? Pour moi, ça suffit pas de dire que... Ouais, ça me suffit pas, en fait, de se dire que chacun fait ce qu'il veut. Franchement, je peux pas. Surtout quand il s'agit d'une industrie comme celle du porno, et qu'on sait quel impact elle a sur la vie de tous, et pas seulement sur les protagonistes, tu vois. Non, mais Je peux pas, parce que je sais que c'est une industrie qui détruit des gens. Non, mais tu vois le truc avant, quand il y avait les trucs là, les Dorsel avec les Clara Morgan, les machins, etc. Tu sais, une grosse société un peu comme Warner Bros, tu te dis, ah, mais c'est un gros truc, c'est organisé. Il y a, comme dans chaque entreprise, il y a des bons, il y a des mauvais côtés, mais tu vois, c'est un peu structuré. Et puis, tu avais les Françaises qui après elles disaient, oui, si je voulais être un peu plus connue, avoir un peu plus de machin, fallait que je parte aux États-Unis, que je fasse machin, etc. T'es là, tu te dis, ok, bah, tu sais, comme une carrière, tu vois, tu te dis, bon, bah, moi, je commence ma carrière dans tel endroit. Maintenant, si je veux avoir un peu plus de responsabilité, une aura un peu plus grande, il faut que je me lance à l'international, machin, machin. Et tu vois un peu le système, comment il évolue, le machin. Et puis après, t'as des Jackie et Michel. T'as des Jackie et Michel. Concrètement, maintenant, tout ça, c'est mort. C'est des caméras embarquées où chacun propose des trucs. Et là où tu pouvais avoir une petite sécurité, parce que j'avais écouté un podcast d'une porn star qui est devenue écrivain maintenant, je pense, qui disait, ben, t'avais un peu de sécurité, t'avais un peu un salaire, t'avais un machin. Et elle dit, aujourd'hui, ce qu'on leur propose par rapport à ce que nous, on avait, mais c'est des clopinettes, quoi. C'est comme si on te disait, bah, tu vas faire ça avec 20 personnes dans la journée, et à la fin de la journée, tu récupères 50 balles. Alors qu'avant, enfin, t'avais un vrai truc, tu vois, même sur le suivi des maladies, des machins, etc. Les trucs étaient un peu stricts, tu vois. Mais maintenant, comme tout le monde a un téléphone, tout le monde a un machin, etc., et ben, hop, 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 on prend, etc. Et puis c'est bon, c'est réglé, tu vois. Et avec tous ces gros sites, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment sur Pornhub pour bloquer l'accès, etc. Et t'as beaucoup de choses où en fait on s'est rendu compte qu'il y a des réseaux de pédocriminels qui vont mettre sur ces genres de sites des vidéos d'enfants, de machins, etc. Et tu te dis, mais où sommes-nous? Que faisons-nous, quoi? Que faisons-nous? Mais après, ces trucs-là, avant même qu'on découvre qu'il y avait ces réseaux, etc., il suffisait d'aller sur un site porno basique, pas sur les trucs de chez Dorsel, etc., hein, tu sais, les sites gratuits basiques, là. Il suffisait d'aller dessus et de lire les catégories qu'on te proposait pour comprendre que c'est une industrie qu'il faut foutre à la poubelle. Ouais. Parce que à partir du moment où c'est normal, sur n'importe quel site porno où tu vas aller, il y aura toujours une catégorie qui s'appellera barely legal, ce qui veut dire tout juste légal. À peine majeur, voilà, tout juste légal. Il y a un problème. Ouais. C'est une industrie qui détruit. Et en fait, je me dis vraiment, et ça c'est un truc, c'est une réflexion que je me suis faite sur plusieurs années, mais parce que plus jeune et tout, bah, on va pas se mentir, hein, mais j'ai consommé du porno, etc. Mais ça fait vraiment longtemps qu'un jour, en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Je pense que ça faisait partie de mon éveil féministe, peut-être, où à un moment donné, je me suis dit, je pense que en tant que féministe, si tu as conscience que derrière chaque contenu que tu visionnes, il y a potentiellement une femme qui souffre qui va souffrir des conséquences de ce contenu, ou alors, enfin pas forcément une femme qui est actrice qui va en souffrir, mais peut-être une autre femme qui va en souffrir parce qu'il y a son partenaire qui a consommé ce contenu, ou il y a un homme qui a consommé ce contenu et qui va avoir des idées pas nettes et qui va mettre ça en œuvre sur elle. Tu vois, je le vois trop comme ça en fait, et je me dis c'est tellement un univers dangereux que je veux avoir rien à faire là-bas. Je veux pas avoir, en fait, pour ma conscience, j'ai besoin d'avoir la certitude que j'ai pas mis un centime là-bas. Évidemment. Un seul centime. Franchement, je peux plus. Évidemment, et même avec tout ce côté gratuit, en fait, moi, quand j'y ai repensé en préparant cet épisode, c'est que malgré tout le côté gratuit, le contenu gratuit que tu peux avoir, t'as des gens qui sont prêts à payer
pour avoir un contenu exclusif qui finalement n'est pas si exclusif que ça, parce qu'en cherchant, en tapant 2-3 trucs sur Internet, tu peux tomber exactement sur les mêmes choses. Mais le côté un peu fanatique de genre, ah, j'ai vu son contenu, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tu sais, c'est comme si tu t'entêtais à aller acheter du pain à la boulangerie alors que tu as une distribution de pain gratuite tous les matins au coin de ta rue. Oui. Tu vois, c'est genre, j'ai le pain qui est gratuit, c'est le même pain qu'on me vend à la boulangerie. Ben non, en fait, je vais quand même aller à la boulangerie parce que tu as l'impression d'être dans un club un peu exclusif alors que ça a le même goût, en fait. C'est la même chose. Et pour moi, je me dis, bien sûr, on ne cautionne pas tous ces sites. On n'est pas là en train de dire, oui, consommer gratuitement, machin, etc., etc. Mais quand je vois l'argent que peuvent se faire certaines personnes sur ces plateformes, il y a une nana qui s'est mise sur un OnlyFans depuis 1 an. Elle a, aux États-Unis, elle a un plus gros salaire annuel que la plus grosse star de NBA. Genre le meilleur joueur de NBA. Je vous dis n'importe quoi parce que je me souviens plus trop des montants, mais c'est comme si ce joueur-là, il gagnait peut-être 13 millions l'année. Elle est à 50 millions l'année. Là, je me rappelle en plus que quand OnlyFans a commencé à exploser comme ça, la première personne qui avait fait la une et tout aux États-Unis, justement, c'était une étudiante, tout juste 21 ans, et elle disait que son contenu, voilà, ça plaisait aux hommes, tu vois. Ça plaisait beaucoup aux hommes de toute tranche d'âge, parce qu'elle venait tout juste d'avoir 21 ans, toute fraîche, tu vois, tout juste légale. Elle faisait beaucoup d'argent, elle avait raconté qu'elle faisait des six figures, alors que... Enfin, toi-même, tu sais qu'aux États-Unis, quand tu commences la fac, c'est même pas la peine. Tu croules sous les dettes à 18 ans. Donc, elle est en train de se dire, là, je suis en train de faire de l'argent qui va complètement changer ma vie. Je vais sortir de la fac et j'aurai pas de dettes, quoi. C'est magnifique. C'est ça. Et puis, t'as aussi les personnes... Il y a des personnes qui le font de façon smart, tu vois. Elles vont pas montrer leur visage, etc. Elles vont prendre leur argent et puis elles vont partir. Mais je pense aussi qu'il y a un côté addictif, parce que c'est de l'argent qui est facile. Pour moi, c'est un peu comme jouer au jeu. Quand tu commences à gagner, que tu commences à avoir la main, etc., les paris sportifs, le poker, les trucs comme ça, quand tu commences à avoir un peu le hit, et tu te dis, oui, mais j'ai fait ça, et que tu commences à gagner, que tu commences à monter, t'auras beau te dire, oh, je vais juste faire pendant 6 mois, 1 an, le temps de gagner temps pour avoir un apport pour ma maison, pour m'acheter une nouvelle voiture, pour faire ci, pour faire ça. Mais une fois que tu as acheté ces choses-là, tu te dis, ouais, mais je suis quand même bon, laisse-moi continuer. Non, mais tu sais combien de gens j'ai vu à la fac se dire, je travaille à côté, pour au final se dire, en fait, non, j'ai eu le goût de l'argent maintenant, j'ai plus envie d'étudier, je veux plus faire d'études supérieures. Voilà. Graduellement, tu commences à travailler plus et étudier moins, et tu te dis, non, en fait, faire de l'argent, c'est cool. Bye les études. Allez, bye tout le monde. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, voilà. C'est un peu nos premières idées par rapport à tout ce qu'on a vu dernièrement sur cette histoire qui nous a amené à nous poser des questions sur d'autres choses. C'est des sujets qu'on peut développer en long, en large, en travers et qu'on peut encore plus segmenter. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez vu beaucoup d'extraits ? Est-ce que ça vous a donné envie de regarder le reportage ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait une idée par rapport aux extraits que vous avez vus et vous ne voulez pas donner des vues à cette personne sur un sujet comme tel ? Quelle est votre approche par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes plutôt partisane du chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout, autant s'occuper de ses fesses et l'équipage seront bien gardés ? Ou vous êtes plutôt de ok, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut aussi avoir une certaine conscience collective et ne pas laisser les autres. Ou est-ce que vous faites partie de l'équipe de sortez l'eau bénite, l'apocalypse arrive ? Parce que vraiment, ça aussi, c'est une moi je le sens comme ça, j'en peux plus. Je n'en peux plus d'aider. Bienvenue dans Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est... Non mais vraiment. C'est vraiment... Parce que je repensais au Japon, par exemple, qui a un taux de natalité qui est en forte baisse. Et je me dis, mais les Japonais, ils font plus rien. Mais c'est eux qui ont des fétiches. Tu te dis, mais je vous comprends pas trop. Je ne sais pas. Non, mais en fait, tu vois, même les connaissants, je me dis, ils doivent être en train de regarder tout ce qui se passe dans le monde et ils doivent se dire,
On pourrait les prévenir. Mais on est là, on va juste regarder de loin. On va C'est vous ça. regarder de loin, bonne chance. On Bonne pourrait vous chance. prévenir de ce qui va arriver, de ce qui vous attend dans 10-15 ans. Ouais. Parce que nous, on est déjà là. Ouais, mais non, Non. c'est un peu, c'est assez compliqué, donc laissez discuter avec nous sur Instagram, sur Twitter, par mail, sur Not Gonna Lie si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse dans votre pseudo. Partagez-nous vos idées, on reste ouverte à la discussion et n'hésitez pas à nous partager vos réflexions afin qu'on puisse éveiller nos esprits et pourquoi pas avoir une autre façon de penser et pourquoi pas nous challenger et se remettre en question aussi sur certains points. Complètement. Voilà, et donc comme à notre habitude, ma chère Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Là, je vais retourner dans mon lit. Voilà ce qui me rend heureuse. Ah, les petits Je dehors. commence à sentir les frissons là qui reviennent dans mon corps, tout ça. Donc, je vais prendre mes médicaments et je vais retourner sous ma couette. Voilà. Et toi? Eh bien, ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est que j'ai vécu il y a quelques jours un moment d'anthologie avec ma petite personne, ma chère enfant, qui n'est pas du tout une mini-moi, qui est complètement... En fait, pour vous la faire courte, c'est une showgirl, une Hannah Montana, Hilary Duff, tout ce que vous voulez. J'adore. Une Kiki Palmer, c'est une star. Vraiment. Et c'est pas parce que c'est la mienne. Vraiment pas. Mais c'est un enfant qui aime faire le show, qui fait genre elle est timide, mais qui te fait un show d'enfer. Et ce qui m'a rendue très très heureuse, c'est que j'aime beaucoup les chansons un peu old school. Et on a fait un duo sur I Have Nothing de Whitney Houston avec l'enfant qui tenait la note où chacune on avait un marqueur en train de chanter et tout. I have nothing, C'est trop bien. Et je suis deg d'avoir raté, purée. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est trop bien. Je lui dis, c'est trop cool la vie. c'est trop cool parce que on a un petit rituel, elle et moi, le soir avant d'aller, enfin tu sais quand tu finis de manger, etc., avant d'aller prendre la douche et aller se coucher, c'est avoir 15-30 minutes où on met de la musique, on danse, on se dépense un petit peu, etc. Et on fait le choix des chansons, tu vois, l'énergie diminue au fur et à mesure du temps pour pouvoir en fait se préparer à avoir un temps calme, etc. Et donc, on a fait I Have Nothing et elle a tenu toutes les notes. Elle a fait les mimiques, elle a mis l'énergie. J'étais là. Waouh. Ça, c'était... je suis très fière. Je suis très, très, très fière. Donc, ouais, ça c'est... Trop heureuse pour toi. La chose qui m'a rendue très, très heureuse. Elle est fan de Céline. Elle me demande de la dame qui chante comme ça, avec les cheveux comme ça. J'ai dit, Céline, oui, voilà, ça, elle. J'ai dit, très bien. S'il suffisait d'aimer. Elle vous fait un s'il suffisait d'aimer pépite. Et sur quelque chose d'un peu plus récent, on chante beaucoup. Balala, vidi vidi, pas timide. Balala. Balala. Elle dit, maman, tu peux pas mettre balala, vini vini, pas timide, full BBL bébé. J'ai dit, ouais, c'est ça. Voilà ce qu'elle demande. J'ai dit, maman, tu peux pas mettre full BBL bébé. Da, da, da. J'ai dit, si, je peux mettre full BBL bébé. Mais quelle éducation. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein, avec les moyens du bord. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on aime la musique, on aime danser. Elle commence à avoir le rythme, tout ça. Elle dit non, pas cette chanson, j'aime pas ça, mais celle-là, machin. Et bien sûr, comme tous les enfants de cette génération, elle est fan de K-pop. Donc, dans tout ça, on est censé mettre Apache, any up, voilà. Au secours. Mais elle aime autant les tricks des jeunes, mais elle aime I Have Nothing. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Elle est fan de Céline, elle aime Whitney Houston. Donc, on va continuer à aller. Le jour où elle va me chanter Shadé, là, vraiment, vous m'aurez perdu. Là, vraiment, je serais... Voilà. Elle aime beaucoup Thames. Donc,
ça va venir, hein. Ça va venir. Moi, je voulais entendre chanter Love Me JJ. Mais si, en fait, elle chante un peu Love Me JJ, elle fait... Mais elle est pas... C'est pas sa préférée. Je pense que sa préférée en ce moment de thème, c'est Me and You. Elle aime beaucoup Me and You. Elle aime Comas de Arya Starr. Alors, ça, c'est pour toi. La chanson de Megan Thee Stallion, What's Star. Ah, c'est bon, je suis passée. T'es passée. Par contre, les petites, elles sont encore dessus. Voilà. Et ben, Mamouchi, elle aime beaucoup cette chanson. Elle danse Tikita Tikita. Zoukla, c'est le médicament Nouni. Vraiment, on essaie d'avoir une culture un peu variée. Hein. Un peu tout. On met un peu tout. Voilà. Bah, dis donc. Vraiment, mini-toi. Mini l'enfant de ça sa promet. Mini l'enfant de sa mère. Ça promet. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous partager aussi vos moments de joie, ce qui vous rend heureux en ce moment. Et à l'approche des fêtes, on vous souhaite à tous beaucoup de courage parce que c'est un très chouette moment, mais c'est aussi un moment très stressant. Voilà, je pense, est-ce qu'on fait une annonce maintenant ou pas? Je ne sais plus. Bah franchement, c'est comme tu le sens, hein. Est-ce que l'esprit de Noël te frappe? T'es humeur, It's time. Oui, eh bien, alors, vous allez nous entendre pour un dernier épisode, c'est celui-ci, notre dernier épisode de l'année, puisque nous partons en congé en mois de janvier. Mais n'ayez crainte. Congé mérité. Ne soyez pas tristes. Nous reviendrons début février avec beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de surprises pour vous. Et pour pas vous laisser seul dans cette période qui se veut un peu difficile, vous allez pouvoir nous écouter 7 jours sur 7 entre Noël et Nouvel An pour vous accompagner pendant cette période avec des petits épisodes bonus avant de se dire bye jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Et bien, encore une fois, merci à toutes et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Bye yo.